là, on a un peu parlé des dangers des blackouts, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, la première chose que je ferais, c'est que je surveillerais terriblement mon système électrique pour éviter des attentats sur ce dernier. Donc c'est vraiment très dans l'air du temps de saboter nos systèmes électriques. On a été les premières victimes en Belgique avec ce sabotage de Doel 4. Maintenant, on n'a pas observé en Belgique de sabotage sur l'infrastructure de transmission, les lignes et les postes. Or, c'est beaucoup plus facile d'aller saboter ça que de saboter un réacteur nucléaire. Ça, c'est clair. Et ce qu'on a observé, en fait, ces dernières années, c'est que c'était extrêmement tendance, en fait, chez les terroristes, de saboter le réseau électrique. Donc vous avez eu, je pense au mois de juin de cette année, une attaque sur le réseau de transmission au Yémen, un groupe affilié à Al-Qaïda. Ils ont attaqué les pylônes du réseau de transmission au lance-roquettes. Ça a plongé le pays dans un blackout. Au Mexico, vous avez je pense que c'est des révolutionnaires zapatistes du Sud là, qui ont attaqué des postes. Les postes sont vraiment les endroits critiques sur le réseau électrique. Ils ont une attaque coordonnée sur 9 postes. Ça a causé 15 heures de blackout. En Californie, hein, donc aux États-Unis, vous avez eu récemment une attaque assez sophistiquée en décembre dernier sur un poste très sophistiqué. Ils ont déconnecté les alarmes, ils ont tiré... ils savaient vraiment très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont tiré dans les radiateurs des transformateurs. Ils n'en sont même pas rentrés dans les postes. Lui, s'est écoulé alors des radiateurs. Ça a provoqué une surchauffe des transformateurs et leur mise à l'arrêt et l'indisponibilité pendant plusieurs semaines. Ça n'a pas vraiment causé de blackout parce qu'ils ont su rerouter la puissance au travers d'autres postes. Nous, on a une vraie vulnérabilité en Belgique, hein, surtout par rapport aux postes. Et donc, je pense vraiment qu'il faut sans tarder protéger ces différents éléments-là. Parce qu'on est tellement... on est devenu tellement vulnérable maintenant. On n'a plus de réserve. Hein, on est devenu tellement vulnérable que la moindre perte en fait, d'un élément risque de ne pas savoir être compensée. On est devenu très vulnérable. Oui. Donc je ne prendrai aucun risque en fait au niveau de l'infrastructure de transmission. Je la protégerai et je protégerai d'avant tout les postes critiques. Maintenant, je sais que la sécurité de l'État a pris très au sérieux cet incident sur Doel 4, et il paraît, a-t-on dit, qu'elle protégerait aussi l'infrastructure de transmission. Les postes critiques en France, je me suis renseigné chez RTE, sont protégés, beaucoup mieux protégés qu'en tout cas ne l'étaient les postes belges il y a quelques mois. Un autre problème, c'est le fait qu'à 4 régulatoires constants, on va perdre encore 1000 MW de thermique en 2015. Donc on va perdre minimum 1000 MW de thermique. Donc ça, ce sont les unités thermiques pour lesquelles les différents propriétaires de ces unités-là ont déjà notifié le fédéral qu'ils allaient les mettre sous cocon ou les fermer dès l'année prochaine. 1000 MW. Ça va ? Donc à 4 régulatoires constants, il y a un risque que ces 1000 MW soient perdus pour l'année prochaine. Alors, ça, il y a peut-être encore moyen de les sauver, ces 1000 MW, en mettant un cadre régulatoire correct en place. Qu'est-ce que c'est ? C'est principalement, je vois 2 grandes possibilités. C'est soit de créer ce marché de capacité où on paye les gens pour créer un marché pour pouvoir disposer de la puissance à n'importe quel moment, ou étendre la réserve stratégique qui fait 850 MW, donc mettre ces centrales-là dans la réserve stratégique. À coup sûr, on va perdre 269 MW, avec lesquels on ne sait rien faire. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. On va perdre la turbine à vapeur d'Haller. On perd 160 MW sur Erdersburg. Là, c'est les transformations qui ont été faites. Et on a une centrale aussi au fioul qui arrive vraiment en fin de vie. Ouais. Donc on perd encore 250 MW, où là, je ne pense pas qu'on sache faire grand-chose pour les sauver. À cela s'ajoute le fait qu'il est prévu de fermer Doel 1 au 15 février,
selon la loi, et Doul 4 au 15 février 2015, et Doul 4 au 1er décembre 2015. Donc si on ne faisait rien, si vous avez Marie-Christine Margam qui ne fait rien, qui laisse tout aller, on risque de perdre 2000 MW encore en 2015. Donc on serait dans une situation où on serait comme un hiver sans Doul 4. On a vu que c'est quand même, si on n'a pas récupéré Doul 4 assez rapidement, l'hiver risque de ne pas être triste, mais on perdrait encore 1000 MW en plus que ça. Et là, vraiment, la situation... même si vous avez un hiver indécemment doux, vous devriez délester, et probablement même beaucoup. Ouais. Alors, est-ce qu'il est possible de prolonger Doul 1 et Doul 2 ? Donc, Electrabel a été notifié depuis déjà longtemps qu'il devait le fermer le 15 février, le 1er décembre, et ils n'ont plus de combustible. Donc ils sont en train de brûler leur dernier crayon dans le réacteur et ils n'en ont plus après. Ils peuvent en recommander, mais en recommander, ça prend entre 12 et 18 mois. Donc il est fort probable en fait que déjà ils n'en recommanderont pas tant qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils peuvent effectivement prolonger leur centrale. Tant qu'ils sont dans un cadre régulatoire instable, tant qu'ils sont dans l'incertitude, ils ne vont pas commander du nouveau combustible. Mais il est fort possible qu'ils n'en aient même pas pour l'hiver 2015-2016, qu'ils n'arrivent pas à en avoir pour l'hiver 2015-2016. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre difficulté, c'est que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ne va pas en fait accepter des prolongations comme ça à répétition de Doul 1 et Doul 2 sans une mise en conformité de ces centrales qui coûtera cher. Donc cette mise en conformité de Doul 1, Doul 2 peut être estimée environ à 600 millions d'euros. C'est ce qu'il a fallu payer pour mettre en conformité Tihange 1. Or, Electrabel ne va pas se lancer. Ce n'est pas si on lui dit « vas-y, tu peux faire les investissements », elle ne va pas y aller comme ça. Pourquoi ? Parce que le prix en fait, sur les marchés de gros ne lui permettra pas de récupérer cet investissement-là, ne lui permettra pas d'avoir une profitabilité suffisante sur une période de 10 ans, si on referme directement les centrales en 2025. Donc ils vont valoir une garantie en fait, de la part de l'État. Donc c'est quelque chose qui va aussi prendre du temps à se négocier. Donc ce qu'ils peuvent éventuellement faire pour déjà prévenir, diminuer le risque pour l'hiver 2015-2016, même sans acheter du nouveau combustible, c'est moduler dès maintenant ou bien dès la fin de cet hiver-là la production en fait, de Doul 2, de manière à garder, en fait, en tout cas sur Doul 2, la réserve de combustible pour l'hiver prochain. Pour Doul 1, ça va être trop juste parce qu'on va brûler tout cet hiver. Donc ça, c'est si l'EDA décide de les fermer. Donc je pense que Doul 2 peut être ouverte pour l'hiver prochain, mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre un an avant de prendre une décision. Il y aurait un risque, si l'État décide de les prolonger, il y aurait un risque qu'éventuellement, pendant l'hiver 2016-2017, les deux unités soient fermées pour mise en conformité. Donc ce serait quand même des travaux lourds. On remarque quand même qu'avec Tihange 1, Electrabel a été capable de les mettre en conformité sans devoir les fermer, sans devoir fermer les réacteurs pendant les périodes critiques. Ils ont en fait saucissonné ces différentes périodes de gros entretiens. Une autre solution en fait, que je conseillerais, c'est de flexibiliser la demande domestique. Donc vraiment, quand est-ce qu'on va avoir des problèmes cet hiver ? C'est quand vraiment tous les gens rentrent chez eux, vers 4h30, ils se mettent à allumer le chauffage, les lampes, à cuisiner, et c'est là que vous allez observer cette montée de charge. Le problème, en fait, c'est qu'on ne sait pas, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, c'est envoyer un signal à la charge aux gens, aux clients domestiques, en leur disant, écoutez, si vous ne consommez pas maintenant, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais on ne sait pas le faire maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas monitorer en temps réel la consommation de votre charge domestique. Donc on ne sait pas vérifier que vous le faites bien parce qu'on n'enregistre pas votre consommation en temps réel.
Donc il faudrait, pour pouvoir mettre en place ces schémas de gestion de la demande domestique, installer au niveau domestique des smart meters. Smart, ça veut dire intelligent, meter, compteur. Ils n'ont absolument rien d'intelligent, c'est juste des compteurs qui mesurent en fait votre consommation d'électricité de quart d'heure en quart d'heure. Donc, pourquoi quart d'heure en quart d'heure? C'est la période de marché. Donc moi, j'accélérerais vraiment la mise en place de ces compteurs intelligents au niveau domestique. Parce que ça offre une vraie possibilité de flexibiliser ces charges. Et vous pourriez même imaginer d'autres solutions, hein. Un petit kit sur votre voiture pour la connecter au réseau et on vous payerait pour faire tourner le moteur et utiliser l'électricité produite par votre générateur en cas de sous-approvisionnement. Donc y aller sur la charge domestique offre en fait quand même de nombreuses possibilités pour très significativement réduire ces risques de blackout. Maintenant, ça implique aussi, sa charge domestique est connectée au réseau de distribution, ça implique aussi faire des progrès technologiques dans la manière dont ces réseaux de distribution sont gérés. C'est faisable assez rapidement, mais ça doit être quand même fait, ça demandera quand même pas mal d'efforts. Alors, une autre solution, enfin je pense qu'on ne va pas y échapper, ce serait de construire de nouvelles centrales. Alors tout le monde se dit, bah oui, qu'on en construise une dès maintenant, et pour l'hiver 2015-2016, on est sauvé. Alors le problème, c'est que pour une grosse centrale thermique, une centrale au gaz ou au charbon, il faut au minimum 3 ans. Donc c'est vraiment un minimum quand vous avez tous les permis, les permis d'environnement, tout ça. Et pour une nucléaire, 10 ans. Donc voilà. Donc c'est pas une solution à très court terme. Maintenant, un appel d'offres a quand même été lancé pour la construction de nouvelles centrales au gaz en Belgique pour une puissance de 700 à 800 mégawatts. Donc ça faisait partie du plan Watley. Donc dans cet appel d'offres, on garantit la profitabilité. Donc plus personne maintenant ne va construire des centrales comme ça juste parce qu'il a l'autorisation et retrouver son investissement en vendant son électricité sur les marchés de gros. Ça ne marche plus, les prix sont trop bas. Donc il faut leur donner une garantie de rentabilité. Donc cet appel d'offres, celui qui gagne cet appel d'offres, il pourra construire sa nouvelle centrale, aura une garantie de profitabilité. Maintenant, il y a des centrales aux Pays-Bas qui ne sont plus rentables. Donc les Pays-Bas ont le même pays, le même problème avec leurs centrales au gaz non rentables. Donc une qui est près de la frontière, en fait, qui a aussi répondu à cet appel d'offres. Je pense même qu'il y en a 2 aux Pays-Bas qui ont répondu à cet appel d'offres. Et si on les gagnait, si elles gagnaient cet appel d'offres, on pourrait les connecter directement au réseau belge sans les construire. Est-ce que ce serait plus rapide ? Soit vous y allez en mesure d'urgence, je ne sais pas quels sont les outils dont le gouvernement dispose en fait un peu pour contourner la procédure standard. Et là, ça pourrait être fait assez rapidement. Vous tireriez un gros câble, on va dire en 1 an, ça peut être fait. Mais si vous devez passer par une demande de permis, par la voie normale en fait pour pouvoir construire une nouvelle ligne ou de nouveaux câbles, ça peut durer 10 ans. Ce qu'on voit maintenant en Belgique, c'est qu'on s'oriente en fait à moyen terme, enfin, si on ferme notre filière nucléaire, vers le développement d'une filière au gaz. Alors, est-ce que c'est une bonne choix de remplacer notre nucléaire par le gaz, enfin de miser sur le gaz? Donc, le gaz maintenant est relativement bas. Le prix du gaz est relativement bas sur les marchés, mais je suspecte qu'il ne reste plus bas très longtemps. Pour 2 raisons. L'Europe est quand même fortement approvisionnée en gaz par la Russie et l'Europe est en train de diversifier ses clients. Donc elle construit notamment ce gros gazoduc vers la Chine appelé Force de Sibérie. Il est fort à parier en fait que lorsqu'elle aura construit l'infrastructure pour mettre la main sur ses clients asiatiques, que le prix du gaz russe européen risquera à moyen terme d'augmenter. Une autre raison pour laquelle le prix du gaz est relativement bas, c'est lié à l'éclosion en fait, du gaz de schiste américain, qui est un peu vendu aux États-Unis comme le miracle énergétique du continent nord-américain. Maintenant, si on regarde très bien, en fait, si on fait une analyse en fait, de l'état financier des compagnies hautement impliquées dans l'extraction du gaz de schiste, on remarque qu'il est désastreux. Ces compagnies-là sont complètement endettées et on pense de plus en plus que cette industrie du gaz de schiste, c'est
l'équivalent en fait du bubble de l'Internet qu'on a vécu il y a une dizaine d'années. Une des raisons derrière c'est ce que je pense est un état de fait, c'est que lorsque vous construisez un puits avec du gaz de schiste, vous le forez une année, il donne pas mal de gaz, mais dès d'année en année, il perd 40% de production. Donc en 3-4 ans, vous faites des investissements dans une infrastructure d'extraction du gaz. Si vous arrêtez votre investissement, 3-4 ans après, vous n'avez quasi plus rien. Tellement en fait, la production en fait, de ces puits de gaz de schiste décroît rapidement au cours du temps. Donc qu'est-ce que nous, on pourrait faire en Belgique, alors si on pense que la filière gaz est risquée? Moi je pense qu'une des filières qui serait assez avantageuse, c'est cette filière qu'on appelle power to gas. C'est quand on a trop d'électricité, ça pourrait être une électricité produite par exemple par les énergies renouvelables, le photovoltaïque en été ou l'éolien quand on a beaucoup de vent, c'est de la transformer en gaz. Donc il existe pas mal de réactions chimiques qui permettent de transformer de l'électricité en gaz. Et quand vous avez trop peu d'électricité, enfin en gaz ou en un combustible liquide, vous régénérez en fait de l'électricité vers ce gaz. Si on regarde bien, l'Allemagne, c'est à peu près ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Ils développent leur filière renouvelable, donc de l'éolien dans le nord, du photovoltaïque dans le sud. Ils développent une filière charbon et ils sont en train de développer leur filière puissance électrique vers le gaz. Gaz aussi qu'ils injectent directement. Pour l'instant, ils ont construit quelques prototypes intéressants, donc ils font moins de 10 mégawatts, mais on voit vraiment bien que c'est leur premier prototype d'essai. C'est un peu une technologie plus innovatrice et qui vont passer, à mon avis, d'ici quelques années vers la construction de vraiment de grosses capacités capables de transformer l'électricité en gaz, plusieurs centaines de mégawatts. Oui. On pourrait aussi développer la filière charbon. L'avantage avec le charbon, c'est qu'on en a vraiment, c'est le combustible fossile le plus disponible en fait au monde. Donc on a moins de risques à un moment donné que le prix du charbon flambe énormément. Et les réserves de charbon sont bien réparties aussi, relativement bien réparties sur la planète. Maintenant, c'est vrai que le charbon produit du CO2 et d'autres gaz toxiques. Les autres gaz toxiques, la technologie permettrait en fait de les séquestrer et d'éviter qu'ils s'échappent vers l'atmosphère. Bon, ça augmenterait le prix du charbon. Et on pourrait très bien récupérer le CO2, qu'on considère comme étant le coupable en fait, de l'échauffement de la planète, et transformer ce CO2 en gaz naturel en utilisant de l'électricité et de l'eau. Et bon, pour des gens qui ont un peu des notions de chimie, ça peut être fait en utilisant une réaction chimique très connue, la réaction de Sabatier, du nom d'un chimiste français, je pense. On pourrait aussi construire de nouvelles centrales nucléaires en Belgique. Alors qu'on soit pro-nucléaire ou pas pro-nucléaire, les deux difficultés, c'est que rien que si vous avez bouclé votre financement, vous avez tous les permis, ça va vous prendre 10 ans de construire une nouvelle centrale nucléaire. Deuxièmement, pour moi, c'est quasi... le temps d'obtenir les permis, le fait aussi, il faudrait qu'un gouvernement garde vraiment la ligne pour convaincre les gens, passer probablement un peu en force pour pouvoir vraiment sécuriser un lieu pour construire ces réacteurs-là. Et à mon avis, c'est des années de travail, et comme les gouvernements changent tous les 5 ans, peut-être même avant, aucun gouvernement en fait, ne saura garder la ligne. Il n'y aura jamais une séquence de gouvernement qui permettra de garder la ligne suffisamment longtemps pour développer cette filière nucléaire. Donc je pense que ce n'est pas une question d'être pro-nucléaire ou pas pro-nucléaire. Je pense que, objectivement, quand on connaît un peu la situation politique comme ça en Belgique, c'est pour moi... c'est un dossier perdu, quoi. Je pense que même si le gouvernement fédéral avait reconstruit des centrales, ils n'y arriveront pas. Dernier point, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est construire de nouvelles lignes pour être capable d'apporter en fait beaucoup plus d'électricité. C'est ce qu'Elia est en train de faire. Donc, ils construisent, ils renforcent le réseau selon principalement 3 axes. Donc à la fois pour importer de l'électricité de l'Angleterre en courant continu, donc ça c'est le projet NEMO, importer en fait de l'électricité de la mer du Nord, de toutes les éoliennes offshore, donc c'est des investissements dans ces zones-là.
augmenter notre capacité d'importation vers la Hollande, beaucoup de travaux du côté d'Anvers. Et ici, vous avez le poste de Horta, remise à niveau de ce poste-là, notamment aussi pour pouvoir importer plus de la France au travers de ce corridor ici. Un projet aussi d'interconnexion, en fait, le projet Allegro, d'interconnexion électrique entre l'Allemagne et la Belgique, ce israélien DC, et ici mise à niveau du réseau, principalement pour pouvoir accommoder, en fait, pas nécessairement augmenter la capacité d'import, mais accommoder plus d'éolien onshore wallon. Mais bon, l'éolien onshore wallon, je doute encore qui se développe énormément. Probablement parce qu'il manque de soutien vraiment de ce gouvernement aussi. Maintenant, est-ce que augmenter ces interconnexions, est-ce que c'est vraiment la solution à tous nos problèmes? Bon, déjà, la première, on commencera à bénéficier de cette augmentation de capacité d'interconnexion uniquement vers 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous augmentez les interconnexions, plus vous exposez votre industrie électrique belge à de la compétition. Ce qui protège en fait un peu, pour l'instant, les usines de production d'électricité belges, c'est le fait que c'est comme s'il y avait des quotas physiques à l'importation. Donc elles avaient un peu une garantie, dans la situation actuelle, d'avoir une part de marché, même si elles étaient plus chères. Or, quand vous augmentez les interconnexions, elles vont perdre en fait cette part de marché qui leur est plus ou moins acquise. Est-ce qu'elles vont nécessairement la perdre? Oui, elles vont nécessairement la perdre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus construire des centrales au charbon en Belgique et on a d'autres pays qui peuvent encore, comme la Hollande, l'Allemagne. Donc ils vont pouvoir mettre la main sur une technologie qui est moins chère, pouvoir construire des technologies moins chères pour produire de l'électricité. Donc on expose, la compétition n'est même pas équitable en fait. La compétition n'est même pas équitable. Vous pouvez dire, oui, si le prix de la tonne de CO2 augmentait, peut-être que le charbon serait pénalisé, mais bon, le marché du CO2, des quotas de CO2, il est plus ou moins inexistant maintenant et ça ne pénalise pas du tout les centrales au charbon. Donc voilà, donc, on augmente les interconnexions, ça va donner une bouffée d'air, mais très clairement, ça va fragiliser notre industrie électrique belge. Donc il faut quand même faire attention. Maintenant, si on importe plus d'électricité, ça veut dire qu'on augmente aussi la vulnérabilité de notre approvisionnement par rapport à toute défaillance du réseau de transmission, d'actes mal intentionnés contre le réseau de transmission. On importe, défaillance dans le réseau, plus catastrophique chez la personne en fait, qui importe. Maintenant, il faut aussi savoir que s'il existe même un vrai marché d'électricité européen, il y a vraiment un vrai marché maintenant qui existe, en cas en fait, de problèmes de sécurité d'approvisionnement, le marché perd ses droits au profit des politiques nationales. Donc il y a toujours en fait une législation européenne qui permet aux pays de se protéger en cas de problèmes de sécurité d'approvisionnement. Donc si on va vers plus d'importations et que pour une raison ou une autre, et ce n'est pas improbable du tout, à certains moments on est un sous-approvisionnement structurelle au niveau de l'Europe, les pays qui ont développé en fait une politique visant à importer de l'énergie seront en fait les charges délestables de l'Europe. C'est fort possible. Donc quand on va vers plus d'interconnexion, il faut quand même savoir les dangers en fait que ça cause. Donc plus d'interconnexion à politique constante, ça veut dire que vous reconnaissez en fait que vous voulez, à mon avis, faire mourir un peu votre industrie électrique belge, en fait, qu'elle va être en décroissance, en tout cas, et plus de danger quand même de sécurité d'approvisionnement. C'est important.